Mais en fait, on a tout ce qu'il faut. C'est pas en devenant Superman ou Superwoman qu'on va trouver la merveille, la grâce, la liberté, l'amour. Pas du tout. C'est en restant un être ordinaire, en restant l'être que nous sommes. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Coucou les amis, vous le savez peut-être, j'adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux horizons. Mais il y a une chose qui peut vite compliquer l'expérience, arriver dans un pays étranger sans connexion, impossible de commander un taxi, de retrouver son hôtel ou même de prévenir ses proches. À ce moment-là, pourtant, tout ce que je veux, c'est juste profiter du moment et lâcher prise. C'est exactement pour cela que Seili a été créée, pour rester connectée et prête à explorer dès son arrivée sans stress ni tracas. Cette eSIM intelligente vous connecte en un clin d'œil avec une seule installation et un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout ça sans carte SIM locale. Alors ce que j'aime le plus, c'est qu'elle me permet de suivre ma consommation de data en temps réel, pour voyager évidemment l'esprit tranquille, et parce que prendre soin de soi, c'est aussi protéger ses données. Seili intègre un VPN pour naviguer en toute sécurité, bloquer les pubs malveillantes et même changer de localisation virtuelle. C'est aussi parfait pour accéder à ses contenus préférés, je pense évidemment au podcast Métamorphose, où que l'on soit dans le monde. Téléchargez donc l'application Seili ou rendez-vous sur seili.com/métamorphose et bénéficiez d'une remise exclusive, les amis, de 15% sur les forfaits data Seili avec le code Métamorphose. Dans une société obsédée par le contrôle, nous passons peut-être à côté de l'essentiel. Et si la véritable magie se cachait dans les moments les plus simples de nos vies, cette magie qui opère lorsque nous cessons de vouloir tout maîtriser et ouvrons les yeux sur la beauté de l'instant présent. Alors avec mon invité du jour, une voix s'élève pour nous rappeler la puissance transformatrice de ces moments de l'ordinaire. C'est un écrivain très régulier, il explore ces sujets depuis des années en s'appuyant sur la philosophie, sur la méditation, sur les sciences humaines. Vous avez peut-être lu son best-seller « Foutez-vous la paix ». Et nous le recevons aujourd'hui pour son dernier livre intitulé « La magie de l'ordinaire », publié aux éditions Flammarion-Versilio. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Alors Fabrice, on se connaît bien, mais quand tu m'as sorti un livre avec magie et ordinaire, deux termes qui semblent super contradictoires, au début, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'associer ces deux notions que personne ne réconcilie Tu as raison. Pour nous, l'ordinaire, c'est un peu ennuyeux. Et on a l'impression que ce qu'il faudrait, ça serait sortir de l'ordinaire. Et la magie, c'est quelque chose d'un peu hors sol. On a l'impression que la magie, ça serait de pouvoir transformer tous nos ennemis comme des insectes, de pouvoir voler dans le ciel. Et un truc, au fond, en réalité, si on creuse, extrêmement égocentrique. J'aurais un pouvoir de faire ce que je veux comme je veux. En niant complètement le réel. Et moi, mon idée, c'était, chaque fois qu'on s'ouvre à l'ordinaire, pour de bon, c'est magique. Mais pas seulement un moment de beauté, mais une rencontre, quelque chose qu'on a à faire. En réalité, l'ordinaire n'est pas le mécanique, l'habituel, le fatigué. Quand on est épuisé, fatigué, que c'est la routine, c'est pas l'ordinaire. C'est qu'au contraire, on n'est pas dans l'ordinaire. On est dans nos peurs, le ressassement, l'habitude, quelque chose qui émousse le réel. Et ma surprise, c'était justement que l'ordinaire,
c'est le seul espace qu'on ait. Donc il faut trouver la magie dans l'ordinaire, parce que si on veut transformer notre vie, réussir des défis, s'accomplir, guérir des blessures, le seul point qu'on ait, c'est l'ordinaire, et de manière à qu'il devienne magique et qu'il soit une puissance d'élévation, de guérison, de transformation. Et c'est ça que j'ai essayé d'explorer dans ce livre. Mais là où tu as raison, c'est que ça demande un peu une révolution par rapport à l'idéologie actuelle. L'idéologie actuelle nous fait croire à la fois que si je veux transformer les choses, il faut que je quitte l'ordinaire. Et comme tu l'as dit dans ton introduction, que la seule manière de réussir, c'est en contrôlant toujours davantage mon rapport au réel. Mais quand on interroge les gens, et ceux qui nous écoutent, si vous prenez 2-3 minutes pour vous demander, mais vous, quels ont été les moments qui vous ont aidé dans la vie, qui vous ont transformé, qui vous ont inspiré. Donc vraiment, là, je fais un truc vraiment simple, prenez le temps, mais quel était un moment qui a transformé votre vie, un moment qui a été important pour vous, quelque chose qui vous a rendu heureux? C'est jamais parce qu'on a parfaitement contrôlé le réel. C'est parce qu'il y a de l'ordinaire qui est devenu magique. Donc, on le sait, on le vit, mais notre idéologie nous conduit, l'atmosphère que nous respirons idéologique nous conduit à ne pas faire confiance à ça, ou à le réduire à des petits moments un peu magiques, mais c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, c'est pas des petits moments magiques. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça a une puissance très radicale de transformation et de réalisation de choses très, très évidentes. Alors, je disais, ton travail, il est au carrefour entre plusieurs disciplines. Tu es un auteur assez inclassable. Dans laquelle de ces disciplines tu as trouvé peut-être initialement cette réconciliation entre magie et ordinaire? La philosophie, la méditation? Moi, ma question, avant toute discipline, c'est qu'est-ce qui peut nous permettre d'être bien avec soi, de trouver notre place dans ce monde, sans raconter de salade, sans vendre du rêve, mais quelque chose qui concrètement nous aide. Moi, j'étais un enfant extrêmement malheureux et angoissé, et j'ai cherché quelque chose qui réouvre pour de bon la vie. Je me suis dit, je ne peux pas rester, sinon je ne tiendrai pas. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. Alors après, je suis nourri de plein de disciplines, et évidemment d'abord la philosophie, mais moi, comme je raconte dans le livre, parce que pour les gens, la philosophie, c'est un truc un peu technique, on apprend des choses que moi j'ai appris à la Sorbonne, alors c'est un peu technique. Mais moi, ce qui n'est pas du tout ça qui m'importe, c'était la grande idée des Grecs, que la philosophie, c'est le soin de l'âme, le soin de notre être, et que c'est une thérapie. Pour les Grecs, nous, on pense que la thérapie, c'est voir un psychologue, mais pour la philosophie était une thérapie qui nous permettait de revenir à l'essentiel. Et la grande question pour Platon, pour Aristote, c'est comment être heureux. Parce que si je ne sais pas comment être heureux, je ne peux pas vivre une vie juste. Donc la philosophie, c'était ça. Parce qu'Aristote dit, les gens veulent être heureux, mais comme ils n'ont pas réfléchi 2 minutes à qu'est-ce qu'ils veulent être heureux, ils font des choses qu'ils croient qu'ils vont les rendre heureux et qui ne les rendent pas heureux. Donc c'est un peu ça. Donc la philosophie a beaucoup nourri ma réflexion. La méditation, puisque je m'y suis engagé très jeune et j'ai eu la chance d'être formé auprès des plus grands maîtres tibétains qui vivaient il y a une 30aine d'années. Et après, il m'est arrivé quelque chose complètement stupéfiant, qui encore aujourd'hui me laisse sans voix. C'est que je réfléchis avec la méditation et la philosophie à penser une autre modalité de rapport à la guérison, à trouver sa place dans le monde. Et je découvre, depuis une 15aine d'années, un grand nombre de très grandes thérapies qui confirment ce que je crois. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on connaît le plus aujourd'hui, l'idée qu'une thérapie, c'est on va comprendre ses problèmes, on va faire des exercices pour surmonter ses problèmes, ce qui ne me parle pas du tout. Et puis, d'un seul coup, tout un ensemble de thérapies. Alors, j'ai rencontré François Roussant d'hypnose, le rapport au trauma, qui m'a... le vrai travail sur le trauma, qui montre que c'est en revenant d'abord au présent, en confiance, qu'une transformation peut avoir lieu. Qu'il y a une clé là. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la grande hypnose de François Roustan et d'Erickson, la grande compréhension du trauma,
et plein d'autres approches qui me semblent passionnantes, expliquent que c'est en revenant à l'ordinaire, de manière à trouver une forme sécure, que la transformation peut avoir lieu. C'est aussi tout la découverte autour de l'éducation, avec la théorie de l'attachement, tout le travail. C'est la conclusion de ton livre. Il y a un chapitre très puissant à la fin de ce livre, La magie de l'ordinaire. Puisque, donc, du coup, mon travail est à la fois philosophique, bien sûr, méditatif, puis beaucoup de mon expérience de vie et de ce que je peux vivre, et puis cette sorte de confirmation que même pour les gens qui vivent les plus grands traumas, les plus grandes souffrances, la clé passe par ce que j'appelle ici la magie de l'ordinaire. Il faut le montrer. Donc l'exercice, le livre est vraiment... Dans le livre, je prends le lecteur par la main pour lui faire vivre ses expériences. Tu as dû voir, j'essaye d'écrire des livres un peu singuliers. C'est-à-dire, les gens pensent que quand on écrit un essai, voilà, c'est des idées. Mais en fait, moi, je fais attention que quand les gens me lisent, ils vivent une expérience. Et en le lisant, ça va les transformer. Et en général, c'est ça qui débloque les gens. Donc mon livre a j'essaye qu'il y ait un peu de magie dans l'écriture de mon livre. Je fais très attention à comment j'écris le livre, comment je le compose, pour aider les gens à rentrer. Parce qu'on n'y croit pas. Personne n'y croit. On ne croit pas que c'est la magie de l'ordinaire qui va me libérer. Mais en fait, on peut pas partir d'ailleurs. On peut pas partir d'ailleurs du présent. On peut pas partir d'ailleurs de la confiance. On peut pas partir d'ailleurs de la relation. La magie de l'ordinaire, c'est déjà l'ordinaire de la relation que j'ai avec un autre être humain. Et à un moment, c'est magique. Je peux me détendre, je peux faire confiance. Et là, quelque chose est possible. Mais tu nous dis d'ailleurs au démarrage du livre que une des premières étapes, c'est de franchir la barrière qui nous sépare du présent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tu as mentionné tout à l'heure, au début de notre entretien, ces croyances idéologiques. Qu'est-ce qui se dresse entre nous et le présent ? Il y a plusieurs choses, mais une des choses qui nous sépare d'un présent vivant et actif dans lequel une transformation peut avoir prise, c'est le manque de confiance dans le présent. On a l'impression qu'on ne va pas s'y sentir bien dans le présent. Donc la question, c'est comment j'entre dans le présent. C'est ça le vrai obstacle. J'ai pas confiance. J'ai l'impression que ça va être inquiétant, que je vais pas être sécure. Moi, j'aime bien... c'est Boris Cyrulnik qui m'a fait remarquer qu'il faudrait bien distinguer en français sécurité, qui est un peu, voilà, c'est fermé à double tour et je suis en sécurité, de la dimension sécure. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. La dimension sécure, c'est, là, je me sens, ça va, je peux me poser là. Et donc là, je peux rentrer dans le présent. Alors, souvent, on ne peut pas rentrer dans le présent parce qu'il y a une collusion de l'espace et du temps. Vous voyez, c'est si un chat chasse une souris, la souris veut pas se faire manger, elle fait le mort, le chat la voit pas, et après, le chat est parti, la souris, elle bouge, elle court, et puis voilà. Puis c'est fini, elle n'y pense plus. Mais nous, les êtres humains, c'est un peu étrange. Des fois, on voit le chat, alors que le chat, il est plus là depuis 30 ans. Donc, on peut pas être dans le présent parce que il y a le chat. C'est une des choses auxquelles je réfléchis beaucoup. Comment il y a quelque chose. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans un espace sécure ? Et la magie de l'ordinaire, c'est ça, c'est l'ordinaire qui m'abrite, où je peux trouver place, où je peux trouver ma place, où je peux me manifester. Et donc, c'est juste magique. Là, il faut peut-être entendre dans magie de l'ordinaire, juste quand on dit à quelqu'un « Ah, c'est magique !» Ah là, j'ai passé un moment magique. Et c'est quelque chose de très profond qu'on dit. C'est-à-dire, on dit « C'est vivant, ça m'a fait du bien, et je suis surpris. » Il y a quelque chose que la vie me donne plus que ce que je croyais. Tu évoques beaucoup le monde de l'enfance dans ce livre. Est-ce qu'on perd quelque chose en grandissant ? Est-ce qu'on perd une connexion avec la magie de l'ordinaire ? C'est clair qu'il n'y a pas un enfant qui n'est pas dans la magie de l'ordinaire. Donc c'est important parce que là j'explique des choses voilà, qui peuvent sembler un peu profondes. C'est important de rappeler que, mais non, la magie de l'ordinaire, vous l'avez tous vécu en tant qu'enfant. Et c'était pas juste les beaux moments, les petits moments poétiques, ou c'est pas ça. Vous sentiez que vous entriez dans une dimension vivante, nécessaire. La magie de l'ordinaire, pour un enfant, c'est nécessaire. Il se construit dans la magie de l'ordinaire.
dans l'imaginaire, dans le fait de transformer un ballon. Dans le livre, je raconte l'histoire d'une amie qui est grand-mère. Elle a son petit-fils qui vient et il pleut. Et il voulait aller à son vélo. Il a 4 ans, il a un petit vélo. Il peut pas, il est furieux, il veut jouer avec rien. Elle ne sait pas quoi faire. D'un seul coup, elle a l'idée comme ça de faire un avion en papier. Et il se raconte une histoire et il joue pendant des heures avec un avion en papier. Après, il prend ses feutres pour que l'avion aille plus vite. Il dessine des choses. Et le soir, en se couchant, il veut pas dormir sans son avion en papier. Et c'est ça, vous voyez, la magie de l'ordinaire. La vie devient habitable. Donc l'enfant a ce rapport-là. Mais nous, on a l'impression que c'est pas sérieux. Et mon livre est un livre contre l'esprit de sérieux. J'aime bien être sérieux, moi je suis quelqu'un de sérieux. Mais se prendre au sérieux, l'esprit de sérieux, c'est ça qui empêche de s'accomplir. On est enfermé dans un rôle, dans une fonction, en croyant qu'on peut pas faire autrement. Mais le monde social n'est pas un monde juste. Donc il faut se méfier. Et qui tu étais enfant, toi, Fabrice ? Moi, j'étais un enfant très malheureux. J'étais un enfant... c'était vraiment... je ne comprenais pas ce que je faisais sur Terre. J'étais dans une famille extrêmement problématique. Ma mère était très malade quand je suis venu au monde, donc elle n'a pas pu s'occuper de moi. Donc j'avais des pensées noires. C'est tout à fait étrange, parce que à 10-11 ans, j'avais des pensées... Je trouvais que la vie n'avait vraiment pas de sens. Alors c'est un peu étrange de dire ça, mais je me souviens très bien, à 10-11 ans, quand je vois un enfant de 10 ans, je dis, c'est pas possible que je pensais ça quand je les vois. Mais mais j'avais des moments de magie, bien sûr, parce que tout est jamais que tout blanc et tout noir. Et j'ai eu des moments de magie. Et je raconte dans le livre que donc mes parents, ayant des difficultés, m'envoyaient en colonie de vacances, je devais avoir peut-être 11 ans, pendant 2 mois. Donc c'est quand même assez long. Et alors pour moi, hypersensible absolu, me retrouver en colonie de vacances, mais c'est juste le truc... c'est pas possible. Et je parle à personne, je suis dans vraiment... Et puis, il y a un moniteur... Vous voyez, c'est toujours comme ça, la vie. Il y a une rencontre, le moniteur perçoit quelque chose et me dit d'aller m'occuper d'un âne. Moi, j'ai aucune envie, je traîne les pattes, parce que je traîne les pieds plutôt. J'ai pas trop envie, et je m'approche de cet âne. Et je m'en souviens comme si c'était là devant moi, et je vois cet âne. Il était tout gris, et quand j'approche, il y avait une sorte de tache d'étoile blanche là, au milieu du front. Et quand je m'approche, il lève la tête. Je ne sais pas pourquoi, comment c'est possible. Et je le regarde. Et je ne sais pas, il y a eu une sorte de lien. Donc j'ai commencé à m'occuper de lui. Et c'est devenu comme un ami pendant le reste de ces 2 mois. Et c'est ça la magie de l'ordinaire. Mais pourquoi là, j'ai saisi la chance. Je raconte dans le livre. Plus tard, il y avait un camarade de classe qui m'invite chez lui, vraiment sympathique, et j'ai pas saisi la main qui m'était tendue. Donc au fond, le livre, c'est ça, c'est apprendre aussi à saisir ces moments où une main nous est tendue, mais nous ne voyons pas qu'il y a si souvent la vie nous tend la main. On le voit pas parce que ça semble trop ordinaire et qu'on attend autre chose, ou qu'on est pris par nos attentes. Parce que par mes attentes, j'en ai rien à foutre d'un âne, moi, quand j'étais enfant. Je n'étais pas du tout passionné par les ânes. Mais souvent, la vie vient nous tendre la main, pas là où on croit. C'est pour ça que c'est magique. C'est magique parce que c'est inattendu. C'est magique parce que c'est un cadeau. C'est magique parce que... Et ça vient tout le temps. Et là aussi, tous ceux qui nous écoutent peuvent penser, à un moment, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'aime beaucoup raconter ça. Donc, j'aime bien ne pas raconter toujours les mêmes histoires, mais il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter parce qu'elle est invraisemblable dans ma vie. Je suis en classe de 4e. Je suis donc un élève nul. Donc, on peut devenir philosophe, devenir docteur en philosophie et être un élève nul. Mais nul. Je suis quasiment... dans les derniers. Dans les derniers de la classe. Et je ne passe d'année en année que un peu parce que mon père,
qui est assez... qui a beaucoup de bagou, parle en disant qu'il va me faire travailler tout l'été et il convainc les profs pendant plusieurs années. Donc je me retrouve en classe de 4e et là, j'ai un prof d'histoire, il s'appelait René Kawam, qui me regarde et qui me dit « J'ai l'impression que vous n'aimez pas les interrogations. » Ou peut-être il me tutoie, j'ai oublié. Et je lui dis « Oui, je perdais absolument tous mes moyens. » Il me dit « Dans mon cours, pendant 2 mois, tu es le seul, tu es dispensé de devoirs. Tu ne fais plus d'interrogations. Mais tu vas me faire un dossier sur le programme et voilà comment tu vas faire. Donc tu prends ça, tu écris ça. » Je me souviens encore la jubilation d'écrire ce dossier et d'entrer dans l'histoire. Et je me dis peut-être je suis devenu écrivain grâce à lui. Parce que là, au fond, je continue à faire la même chose que j'ai fait à ce moment-là. Et donc je rends le dossier, j'ai une très bonne note et je comprends ce que je comprenais pas jusqu'avant. Et puis j'ai oublié l'histoire. Et un jour, mes parents déménagent, ils me disent « Est-ce que tu veux reprendre des trucs ?» Et je tombe sur le bulletin scolaire de cette année-là. Et j'avais oublié. Et c'est marqué au 2e trimestre. Très bon élève, formidable, mais attention s'il te plaît, travaille les autres matières. Parce que j'étais devenu premier de la classe en histoire et toujours dernier dans toutes les matières. Bon, ça c'est un peu un hypersensible quand quelqu'un... Mais j'aime raconter ça parce que voilà, j'ai eu la chance de ce prof qui m'a tendu la main, mais on a tous eu des moments où quelqu'un nous a parlé et aller vers cette possibilité, c'est vraiment... je crois que c'est ça la magie de l'ordinaire, c'est rentrer dans la vie. On peut pas... Ça semble paradoxal, mais où voulez-vous qu'il y ait de la magie si ce n'est pas dans l'ordinaire de nos vies? Et même ce qui est extraordinaire, parce que j'ai un ami... qui est cuisinier, qui est un très grand chef et tout ça. Donc quand je lui ai dit que j'allais faire un livre sur la magie de l'ordinaire, il dit « Ah, ça ne m'intéresse pas, moi je suis que dans l'extraordinaire. » Et alors, au début, j'étais mais blême, j'ai dit « Mince », ça m'embêtait beaucoup. Puis après, quelques temps, malheureusement, j'ai pas eu la présence d'esprit de le dire sur le moment, mais après quelques temps, je lui ai dit « Mais pour que il a un plat avec des carottes, c'est le plat le plus extraordinaire qui existe. Enfin, c'est juste une métamorphose de la carotte. Enfin, c'est sublime, c'est poétique. » Et je lui dis, mais pour que tu touches l'extraordinaire, il faut que tu rentres dans l'ordinaire de la carotte. Si tu méprises la carotte, si tu n'as pas de rapport à une carotte, si tu comprends pas son goût, tu la mélanges, il a fait tremper dans de la chaux, il a toute une invention dans la chaux qui permet... une consistance de la carotte, elles ont tous le même nombre de grammes, elles sont farcies. Eh bien, s'il n'y a pas de magie, il ne peut pas toucher l'extraordinaire. Donc, la magie de l'ordinaire, c'est pas qu'il n'y a pas de l'extraordinaire, mais même l'extraordinaire ne peut venir que parce que je me suis ouvert à l'ordinaire suffisamment pour pouvoir m'éveiller à la magie qu'il dégage et le transformer. Quand tu parles aussi de voir les mains tendues près de soi, on touche à la notion de lien. Le lien qui est si important pour nous. Dans ton livre, tu racontes l'histoire de la tarte de ta grand-mère. Un magnifique lien qui existait entre elle et toi. Est-ce que tu peux nous le raconter? Donc, ma grand-mère fait une tarte au fromage absolument extraordinaire. Et j'ai envie qu'elle m'apprenne la recette. Je me dis, bon, elle est âgée, cette tarte, c'est un peu la signature qu'elle nous fait à tous les repas de famille. Et donc, je lui demande. Et chaque fois que je vais la voir, pendant des années, enfin, pendant des mois, des années peut-être, j'arrive, elle me dit, oui, je t'attends pour la faire. Donc, comme je viens pour déjeuner, ben, je viendrai le matin vers 9-10 heures, comme ça, tu me montreras. Quand j'arrive, elle dit, ah, je l'ai fait hier. Donc, je suis vraiment embêté. Et puis, j'insiste. Et en fait, je comprends qu'elle ne sait pas. Elle dit, c'est simple, je mets du sucre, je mets de la farine, je mets des œufs, après je mets du fromage, mais combien? Mais je sais pas. Je le fais, je le sens. Donc comment et au fond, je comprends. Et c'est tellement émouvant que c'est ça à quoi on est fidèle. Et ce qui crée... Et donc là, j'ai compris que, voilà, donc je ne mange plus la tarte
au fromage de ma grand-mère, parce qu'elle n'est plus là, et que j'essaie d'en manger, et qu'aucune n'a le goût, aucune n'est aussi bonne. Mais c'est vrai. Elle faisait la meilleure. Mais elle est toujours là. En fait, c'est toujours là. Le goût est toujours là. Son souvenir est toujours là. Le lien est toujours là. Le lien est toujours là. Et au fond, cette histoire est tellement belle qu'elle finit par me dire, voilà, je pourrais pas te montrer. C'est comme ça. Alors j'aurais pu apprendre. J'aurais pu passer beaucoup d'heures avec elle pour apprendre. Ça aurait pu être une possibilité. Comment est-ce que je peux cultiver des liens puissants tout au long de ma vie ? En comprenant que le lien, c'est important, on ne comprend pas que le lien, c'est important. Je pense que déjà, c'est très important comprendre que le lien, changer vraiment de perspective. Comprendre que... Parce que nous vivons... Alors, je fais 30 secondes de philosophe, mais nous vivons avec l'idée que nous sommes des individus autonomes, séparés, qui devons nous construire tout seuls. Ce qui est un mensonge complet. C'est un délire. L'enfant, dès qu'il naît, il est en relation. Pendant longtemps, en plus dans le délire mental dans lequel on a été pendant longtemps, on disait l'enfant, tant qu'il ne parle pas, il ne sait rien. Et il ne sent pas. Je ne sais pas si les gens savaient, mais on n'anesthésiait pas les enfants pour les opérations, les nouveau-nés, les enfants jusqu'à 2-3 ans, parce qu'on pensait que comme ils ne parlaient pas et que leur terminaison nerveuse n'était pas finie, ils ne souffraient pas. On s'est rendu compte, ce qui est quand même un truc incroyable, que dès la naissance de l'enfant, le bébé est déjà en train de créer une relation avec l'adulte qui s'occupe de lui, qu'il a un rapport. On se rend compte qu'après quelques heures, le bébé est capable de reconnaître l'odeur du lait de sa mère. Parce qu'on met des tampons avec deux laits différents des deux côtés, et on voit que l'enfant se tourne en reconnaissant. Donc l'enfant est déjà en relation. Donc nous sommes des êtres relationnels absolument fondamentaux. Pour créer des relations avec les êtres, il faut comprendre que la relation est première. On croit qu'il y a Paul qui aime Marie. Donc il y a Paul, 1, Marie, 2, et entre les deux, on crée un lien. Mais ça n'est pas vrai. J'existe dans la relation avec Marie. Si Marie vient à disparaître, Paul n'aura l'impression d'avoir perdu une part de lui-même. Une part de Paul. Une part de lui. Et donc, nous sommes construits des relations que nous faisons. Donc, quand on commence à comprendre ça, on commence à comprendre à quel point il faut prendre soin de la relation, mais aussi se prémunir des relations qui nous font du mal. Ça, c'est extrêmement important. C'est très important de dire non très vite quand la relation ne nous nourrit pas, ne préserve pas notre âme. Je n'ai pas le temps de parler ça, mais si ça intéresse les gens sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de ça. J'ai reçu beaucoup d'enseignements de la dimension chamanique qui est très centrale au monde tibétain. C'est très important de préserver notre intégrité et notre âme. Donc il faut voir si la relation est féconde ou pas féconde, qui n'a rien à voir si je vis une crise ou pas dans la relation. C'est pas la même chose. Il peut y avoir des crises qui sont tout à fait saines. Et après, ça prend du soin. La relation demande du soin. C'est-à-dire, si je pense que la relation, peut-être il faut penser la relation entre deux êtres, c'est comme une plante. Il faut que je l'arrose. Il faut que je la considère. Et trop souvent, les gens, comme ils pensent, il y a moi et il y a l'autre, la relation, ils n'en prennent pas trop soin. Donc, ils en veulent à l'autre de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils voudraient, ou ils s'en veulent, eux, de ne pas pouvoir répondre à l'autre. Mais la relation, c'est ça la magie. La magie, c'est chaque relation demande une certaine forme d'ajustement, de se placer comme il faut. Et avec tous les gens avec qui j'ai des liens professionnels, amicaux, je ne me place pas de la même manière. C'est très important de savoir se placer. Se placer, entrer en relation, parler. Et d'où vient le besoin de contrôle ? Dans tes livres, tu en parles régulièrement de cette société remplie de process, remplie de cadres, remplie de contrôle. D'où vient notre... Il y a même un chapitre, la magie ordinaire, c'est pouvoir dire merde au process. Exactement. Je pense que chaque fois qu'on dit merde au process, on rentre dans la magie de l'ordinaire. Et est-ce que ces process, question complémentaire, est-ce que ces process, parfois, ils empiètent même dans notre sphère relationnelle ? Est-ce que, sans s'en rendre compte, on met des process dans nos relations ? Tout. Nous vivons obsédés. Encore une fois,
ma conviction, c'est que beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils veulent bien faire. On veut bien faire. Et on nous apprend du matin au soir qu'il faut gérer tout. Gérer ses relations, gérer son monde, gérer ses émotions, comme si on était une machine dont il faut potentialiser le rendement. C'est mortel, c'est mortifère. On ne doit gérer que son compte en banque. Si je gère mes relations, ça veut dire que je n'ai pas de relation. Si je gère ma relation avec quelqu'un qui est un ami, si je la gère, ça ne veut pas dire que je l'écoute, que je la rencontre, que je la nourris. Et donc, on ne se rend pas compte, mais nous sommes pris dans ce modèle où, en fait, le modèle, c'est je réduis la réalité à un ensemble de données, si possible calculables, pour avoir une maîtrise le plus totale dessus et en faire ce que j'en veux. Ce système peut marcher si je veux construire un barrage pour prendre l'énergie du fleuve. Mais quand j'emploie le même mécanisme pour le rapport à mes enfants, le rapport à mon désir, le rapport à mon aspiration, le rapport à mes problèmes, ça ne fonctionne pas. Ça oublie complètement ce que je suis. Donc c'est vrai que aujourd'hui, les gens ont n'importe quelle difficulté. J'ai peur de prendre la parole en public, j'ai un problème de couple, j'ai un problème de sexualité, j'ai un problème avec les enfants, je me sens malheureux, je trouve pas ma place. Les gens ont l'impression que ce qui leur manque, c'est un bon process. Et la plupart des livres, des conseils, des coachs vont vous proposer un bon process pour réussir à mieux gérer votre... Ma conviction profonde, qui peut sembler, j'ai bien conscience, provocatrice, c'est plus vous allez avoir des process et gérer, plus mal vous irez. Vous n'êtes pas mal parce que vous savez pas bien gérer les choses, mais vous allez mal parce que, en voulant gérer, vous êtes coupé de la magie de l'ordinaire. Vous êtes coupé de la vie. Vous êtes coupé de votre intuition. Vous êtes coupé de votre génie. Vous êtes coupé de votre sensibilité. Vous êtes coupé de votre cœur. Comment pourrait-on s'épanouir, couper notre cœur, couper de notre âme, couper de notre sensibilité, couper de ce qui est le plus précieux en nous? C'est juste pas possible. Et sur le lien entre magie et génie, il y a l'exemple de Newton que j'ai adoré. Donc Newton, on rappelle, un scientifique exceptionnel à qui on doit des découvertes majeures. Je découvre via ton livre qu'il était aussi très ouvert à la magie, alchimiste. Ce qui m'intéressait, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui m'intéressait, cet c'était que on a l'illusion dans notre monde qu'il y aurait d'un côté la raison et puis de l'autre quelque chose d'un peu ésotérique. Oui. Moi, ce qui m'intéressait de montrer en tant que philosophe, ça c'est une manière d'être irrationnel, que la raison toujours pense dans ses propres limites. C'est-à-dire que quand tu as écrit un livre critique de la raison pure, c'est-à-dire on va critiquer la raison pour la mettre dans ses propres limites, parce que si la raison n'est pas critiquée, elle devient folle. Et les gens disent tous qu'ils sont cartésiens, mais Descartes est le premier, pas chronologiquement, mais un des plus intensément, à savoir qu'il faut mettre de l'ordre dans ses pensées. Ça, c'est Descartes, il faut mettre de l'ordre dans ses pensées. Mais la puissance de la générosité et le mystère de l'union de l'âme et du corps est absolument fondamental. Donc, tout grand penseur sait que la raison doit être à sa place, sinon elle devient folle. Et je prends un exemple un peu lourd, je suis désolé, mais pour bien montrer, la gestion des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale est parfaitement rationnelle. Mais c'est aucun rapport avec la raison. Donc, penser la limite de la raison, c'est fondamental. C'est ça, être raisonnable. Être raisonnable et même être rationnel impose de savoir ce qui est... Alors, ce qui est absolument inouï pour ça, c'est que Newton, c'est un des plus grands scientifiques. Il révolutionne absolument la manière de penser ce qu'est un corps humain, ce qu'est un corps, et donc la gravitation. La première chose que je trouve absolument étonnante, c'est on raconte, tout le monde connaît cette histoire, qu'il découvre la pensée de la gravitation universelle en voyant une pomme tomber. Et ça, c'est quand même, quand on s'arrête à ça, c'est quand même extraordinaire. Et là, il voit une pomme tomber. Très ordinaire. Et il raconte beaucoup de fois cette histoire. Donc ça a dû le marquer beaucoup. Donc ça ne veut pas dire qu'il avait travaillé, mais d'un seul coup, en lâchant le contrôle, il voit la pomme tomber
et il comprend que c'est... et c'est pas là qu'il a l'intuition de la gravitation universelle. Donc, il y a ce côté-là, déjà, que le travail scientifique, quand on parle à tous les scientifiques, c'est pas ce qu'on croit, c'est parce qu'il s'ouvre à la magie de l'ordinaire que quelque chose vient apparaître. Il y a l'autre exemple absolument très connu de Raymond Poincaré, qui est un très grand mathématicien. Alors, c'est vraiment passionnant. Il cherche le résultat d'une équation. J'ai oublié, j'ai appris, mais j'ai oublié laquelle c'est. Il travaille, il fait attention à tous les points de détail pendant des mois. Puis un jour, il sort de chez lui et il va pour prendre le bus. À l'époque, il y avait des marchepieds pour entrer sur le bus. Et en posant le pied sur le marchepied, il comprend la solution de son problème. Donc on voit à nouveau que dans la création, l'inventivité passe par quelque chose d'autre qu'une sorte de contrôle mécanique. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, je ne dis pas que la raison n'est pas importante. Et dans le cas de Newton aussi. Mais on comprend... Alors, l'histoire est absolument incroyable, c'est que Newton écrit plein de textes alchimiques, et pendant longtemps, on veut rien en savoir. Les héritiers de Newton ont une malle avec toutes les archives des textes alchimiques de Newton et l'envoient à la grande bibliothèque des archives en Angleterre. Et il renvoie la malle en disant « ce n'est pas de la science ». Et les choses sont tellement émouvantes. C'est Keynes qui est en Angleterre, dans la vente aux enchères, où on va vendre ses papiers. Keynes, c'est un des plus grands économistes. Ceux qui ont fait de l'économie se souviennent peut-être de Keynes. En plus, qui est un homme c'est un homme absolument extraordinaire, un ami de plein de philosophes, un type. Et il rachète les papiers de Newton et il dit cette phrase absolument dingue. Newton n'était pas le premier au siècle de la raison, il était le dernier du siècle des magiciens. Le dernier des Babyloniens et des Sumériens, le dernier grand esprit qui perçait le monde du visible et de la pensée avec les mêmes yeux que ceux qui commencèrent à édifier notre patrimoine intellectuel il y a un peu moins de 10 000 ans. Donc c'est très impressionnant, d'abord qu'un des plus grands économistes, qui est dans la plus grande université anglaise à Cambridge, voit ça et pointe que c'est la capacité de s'ouvrir à la magie de l'ordinaire, de faire confiance à la magie, qui permettent de voir les choses, et que notre opposition n'est pas aussi mécanique que ça. On peut pas, on ne peut pas penser en se coupant de l'imagination, de la sensibilité, de l'amour. La raison doit nous permettre d'éviter les présupposés, les préconceptions, les pseudo-certitudes, de mettre en question ce qu'on croit sans l'avoir examiné. Elle doit nous inviter à rentrer plus avant dans le réel. Mais la science tout entière, c'est rentrer dans le réel. Mais tu prends aussi l'exemple de ton ami Benjamin, qui est architecte, et qui te partage à quel point il a besoin d'aller physiquement sur les lieux de son travail pour laisser son intuition sortir. Alors là, faut que je sois honnête. Moi, je pensais, mais vraiment comme un idiot, je pensais que l'architecte, il fait ses plans, et s'il les fait bien, c'est bien. Donc je parle à un ami architecte, et donc je lui dis ça. Voilà, comme on peut être idiot, parce que je comprends ce truc chez Newton, mais je lui dis, un architecte... Et il me dit, non, c'est pareil. Je raconte l'histoire de Newton, je dis, mais toi, ça va être différent. Et il m'emmène dans un chantier, et il me montre comment, sur le plan, le mur qui doit séparer la salle de bain de la chambre est à tel endroit, et il me dit, comment tu sens? Et il me dit, je pense qu'il faut faire qu'elle fasse... Et il me montre qu'il la décale de 60 cm. Sur le papier, ça n'avait pas de sens, et dans l'espace, c'est évident. Ça a totalement sens. Et il me montre que chaque fois qu'il construit un immeuble, un hôtel, un appartement, il ne peut pas le faire sans physiquement sentir dans la magie de l'ordinaire quelque chose. Mais ça, c'est très intéressant. C'est très important qu'il ait étudié les plans, qu'il ait mesuré, qu'il ait tout fait ce travail préalable. Mais il y a quelque chose qui fait défaut. Donc moi, un de mes métiers, c'est d'être éditeur. Quand j'ai commencé mon métier, je travaillais avec une femme qui m'a formé,
était quelqu'un d'assez formidable. Donc, elle m'engage. Et puis, moi, les premières réunions, je fais mon rapport des livres que j'ai lus, avec tous les points positifs et tous les points négatifs, en essayant d'être le plus objectif. Et à la troisième réunion, mais je m'en fous de vos points. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un livre qui fait waouh pour vous? Et là, j'étais déconcerté. J'ai dit, non, mais vous rigolez. J'ai pas le droit. Je ne me sentais pas autorisé de dire, moi, par où ça fait waouh. Il m'a dit, mais là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'ai appris doucement, quand je lis un livre, comme éditeur, est-ce que ça fait waouh? Après, j'essaye de comprendre, d'analyser, et quand ça ne fait pas waouh, j'essaie de voir par où ça pourrait faire waouh. Mais je comprends. Au fond, la magie ordinaire, on pourrait dire, c'est quoi? Et un conseil que je peux donner aux gens, c'est remarquer quand ça fait waouh et transformer les petits waouh en grands waouh. Et transformer un petit waouh en grand waouh, c'est très simple. Donc, il y a quelque chose qui vous touche. Voilà. Vous voyez, moi, je raconte aussi dans le livre, une fois, je me promène et je vois 3 vaches blanches. Je me dis, waouh, elles étaient trop belles. Bon, d'accord, c'est bien, c'est agréable. Mais après, comment on transforme ça en grand waouh? Eh bien, là, pour les vaches, par exemple, je me dis, mais pourquoi ça me touche autant? Et là, j'ai compris que pour moi, ça manifestait un sens de paix. Et que là, dans ma vie, je sentais que j'avais besoin de paix. Et en me laissant résonner ce petit waouh, ça m'a fait un bien fou. Le petit waouh, c'était bien, mais je serais passé à autre chose. Mais là, d'un seul coup, quelque chose a changé. Ou passer au grand waouh. Là, tiens, je lis ce truc, ça fait waouh. Pourquoi? Ah ouais. Et puis là, c'est facile, c'est d'être un peu attentif, et ça devient un grand waouh. Et là, c'est toujours pareil. L'ordinaire, quand on s'ouvre à lui, s'ouvre toujours plus avant et va nous faire un cadeau. Mais si on ne s'ouvre pas à l'ordinaire, pas de cadeau. Tu nous écris aussi « Questionne les évidences qui ne te semblent pas si évidentes ». Comment est-ce qu'on cultive le questionnement? Comment est-ce qu'on s'ouvre à peut-être l'approche, pour reprendre son exemple de Newton, qui voit la pomme tomber? Alors, pour voir la pomme tomber, il faut avoir travaillé et arrêter de travailler et laisser notre esprit faire son boulot tout seul. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. On sait aujourd'hui, les neurosciences nous l'ont appris. En fait, on peut très bien comprendre ce qui se passe chez Newton. Il n'y a rien de mystérieux. On a différentes formes d'attention, le vagabondage, l'attention laser, l'attention soutenue. Voilà. Et en fait, notre esprit continue à travailler même quand on croit qu'on ne travaille pas. Mais le questionnement... Je vais donner une réponse peut-être déconcertante, mais je crois qu'au fond, la manière de questionner les évidences, c'est par amour. C'est-à-dire, on a, au fond, Newton, il a un amour du réel, il a un amour de comprendre les choses, et c'est parce qu'il aime qu'il pose des questions. Quand on aime, on a envie d'entrer plus avant. Et donc, c'est un peu déconcertant, parce qu'on s'attendait, comment on fait pour poser des questions et tout ça, que je donne encore plein de stratégies. Eh ben non. Parce que la magie de l'ordinaire, on peut dire, c'est aussi un livre sur l'amour. Et alors, quand je t'ai fait la réponse, je me suis dit, quand même, ça me vient comme ça. Je me dis, non, mais là, c'est un peu surprenant. Mais d'un seul coup, je me souviens quand même que la philosophie s'appelle philosophie. Philo, c'est amour. Que Platon, Socrate, ils savent que faire de la philosophie, c'est aimer, c'est rentrer dans l'amour. Dès qu'on aime quelque chose, dès qu'on aime quelqu'un, un sujet, mais aimer au sens très large, j'aime. Donc on a envie de savoir, on a envie de questionner. Et la meilleure manière de passer du petit waouh au grand waouh, d'ouvrir les relations, c'est par amour. Mais un amour qu'il faut libérer, parce qu'aujourd'hui, l'amour, c'est presque réduit à la relation amoureuse, est-ce que tu m'aimes? Donc c'est trop réduit. Non, il faut ouvrir. Oui, tu parles beaucoup de l'amour des choses banales dans ton livre, l'amour qu'a le jardinier pour son travail, ou l'amour du rituel des repas dans ton école de méditation au réseau, qui, on rappelle, une école que tu as créée il y a longtemps maintenant, et où il y a un rapport aux tâches quotidiennes qui est puissant, présent et plein d'amour. Ah oui. Après, ça, c'est la grande leçon, parce que tu parles là de réseau, de l'école de méditation que j'ai fondée. C'est tout à fait fascinant que quand on parle de tous les grands spirituels de tous les temps, leur leçon, c'est l'ordinaire.
Et la grande histoire du fondateur du Zen. Le fondateur du Zen s'appelait Dogen, c'était un Japonais. Et il va en Chine apprendre la méditation. Et il est dans un bateau, il arrive dans le bateau. Donc au Japon, il n'a pas trouvé quelqu'un qui l'explique. Il ne comprend pas très bien ce que c'est la méditation, ce que c'est le chemin et tout. Il est pris dans l'idée, je vais atteindre l'éveil, il y a quelque chose à atteindre, il ne comprend pas. Et il arrive dans une ville en Chine, et il doit attendre un peu dans le bateau. Et là, il y a un moine qui arrive, qui est un vieux moine. Alors, il est très content, il commence à lui poser des questions. Et puis, le soir arrive, et le moine était là pour acheter des champignons. Il dit, je dois repartir parce que c'est moi le cuisinier du monastère. Dogen dit, mais vous pouvez rester là, c'est pas si important, faire à manger, alors qu'on est en train d'étudier les grands textes du Bouddha. Et le vieux moine se tourne et dit, ah, vous en êtes que là, vous avez encore rien compris. Si vous pensez que étudier un grand texte du Bouddha, c'est plus important que faire à manger et de ramener les champignons pour le repas, c'est que vous n'avez pas compris. Et Dogen va comprendre, et il va même écrire un des plus beaux textes sur le zen, qui est comment faire à manger, l'art du cuisinier, et montrer que... Et dans le zen chez lui, c'est tellement beau. La deuxième personne la plus importante dans le monastère, c'était le cuisinier. Pas seulement parce que c'est bien de bien manger, hein, ce qui est toujours une chose agréable, mais aussi parce que c'est un travail quotidien et que prendre soin de la cuisine, c'est prendre soin de l'ordinaire et que c'est comme ça qu'on réalise la voie. Et je crois que c'est une des grandes illusions qu'il y a aujourd'hui en Occident quand on parle de spiritualité. Les gens ont l'impression qu'on va enfin se débarrasser de l'ordinaire pour aller dans je ne sais quoi d'ailleurs. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Mais l'ordinaire est plus magique que vous ne le croyez. Et c'est ça pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est de montrer aux gens et de donner plein d'éléments pour que les gens voient que la magie, que l'ordinaire a plus de magie qu'on ne le croit. C'est ça qui est fondamental. Tu parles d'ailleurs de la puissance ésotérique des tâches banales, une expression là encore un peu provocatrice. Pourquoi est-ce que tu veux rapprocher l'ésotérisme Parce que, de l'ordinaire? au fond, où c'est que peut se cacher le plus grand mystère? Quand on relit les évangiles ou tous les grands textes spirituels de l'humanité, leur chemin, c'est vraiment ce travail-là, très simple, mais très profond. Donc, c'est ça le mouvement qui me semble le plus important à comprendre. Et c'est quand même une bonne nouvelle, parce que la nouvelle que je dis, c'est chacun d'entre nous, on a tout ce qu'il faut pour toucher le plus beau. Parce qu'on veut trop bien faire, donc on croit à beaucoup de choses qu'on nous raconte qui nous égarent, et donc on finit par être par être triste, déçu, malheureux, coincé, speed et tout ça. Mais en fait, on a tout ce qu'il faut. C'est pas en devenant Superman ou Superwoman qu'on va trouver la merveille, la grâce, la liberté, l'amour. Pas du tout. C'est en restant un être ordinaire, en restant l'être que nous sommes. Est-ce que je dois me méfier de spiritualités qui veulent justement me sortir de l'ordinaire, qui me promettent l'illumination? En lisant ton livre, j'ai repensé à certains documentaires sur des mouvements sectaires, par exemple, et en me disant, tiens, en fait, en lisant Fabrice, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans ces mouvements qui ont conduit parfois aux pires atrocités, il y avait un dédain de l'ordinaire et une promesse d'une apparition miraculeuse. Oui, oui. Et donc, il y a des gourous et tout ça. Alors là, je vais être un peu provocateur. Chaque fois que je dis ça, après, j'ai plein de messages, genre, mais tu peux pas dire ça. L'éveil n'existe pas. L'éveil, cette notion d'éveil, c'est une incroyable imposture. Un être humain est humain du début jusqu'à la fin. J'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument hors du commun, comme le Dalai Lama. Le Dalai Lama, vous demandez ce qu'il est éveillé, il rigole, il dit non, je suis juste un simple moine. C'est très profond. L'éveil n'existe pas.
je pense que dès qu'on parle d'éveil, on crée une dualité entre les pauvres, médiocres êtres humains que nous sommes tous, et soi-disant des êtres. Et donc, du coup, ça crée un truc... Alors, c'était évidemment Dogen, dont on parlait tout à l'heure. Lui, il était très radical. Il disait, l'éveil, c'est quand on s'assoit. Quand vous asseyez, vous avez mal au dos, vous n'en pouvez plus, mais c'est ça l'éveil. C'est-à-dire, et donc, la notion d'éveil, elle a été mal comprise. L'éveil, c'est juste la magie de l'ordinaire. On pourrait dire, la magie de l'ordinaire, c'est l'éveil. Mais pas l'éveil au sens, ah oui, je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus de peur, je n'ai plus mal. Enfin, c'est juste un être humain. Bien sûr, il y a cette fameuse histoire qui est quand un des plus grands maîtres tibétains du XIIe siècle perd son fils, et comment il est en larmes, et tout le monde est surpris, parce qu'il pense que parce que c'est un des plus grands maîtres, il devrait ne rien sentir. Et il dit non. Mais donc, on n'a pas confiance qu'être un être humain, c'est merveilleux. Donc, toutes ces spiritualités, mais tout ce discours gestionnaire... Parce qu'on parle de la spiritualité, mais on pourrait dire le management. Au fond, de la spiritualité qui nous vend l'éveil, c'est comme le management. Où il faudrait être un sorte de super efficace qui doit toujours faire plus. Là, on voit avec l'usage de plus en plus de cocaïne pour pouvoir être encore plus performant. Ouais. Enfin, on voit que cette obsession de la performance, qui est le contraire de l'excellence et d'être vraiment efficace, c'est le même mouvement. Il faut que vous soyez coupable d'être ce que vous êtes. Mon livre, et mon message à ceux qui nous écoutent, c'est non, ne soyez pas coupable d'être ce que vous êtes. Mais apprenez à découvrir à quel point vous pourriez laisser se déployer ce que vous êtes de manière beaucoup plus heureuse. Et tu en parlais d'ailleurs au tout début de notre conversation, je voulais conclure là-dessus. À la fin de ton livre, tu présentes la magie ordinaire comme le moyen vers une guérison psychique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, parce que pour les gens qui sont en grande souffrance, la guérison passe nécessairement par le fait de pouvoir se poser dans un espace présent, dans un espace sécure. Alors ça peut être en relation avec quelqu'un qui vous met dans une situation, et sentir qu'on peut habiter là, que je peux habiter là. Que, pour reprendre l'exemple, le chat, il n'est plus là. Et c'est comment réhabiter le présent. Donc on pourrait dire, la vraie leçon du chamanisme, qui est malheureusement complètement mécomprise aujourd'hui, il y a une très grande illusion sur ce que c'est le chamanisme. La guérison de l'enfant intérieur, sur lequel j'enseigne beaucoup, j'ai fait beaucoup de cours, la méditation, mais l'hypnose et la guérison du trauma, tout ça repose, il y a quand même un point commun de toutes ces approches, qui est toujours de passer par le fait de se remettre au bon endroit. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas compris. Les gens pensent qu'il faut revisiter leur passé, leur trauma, et ça fait que retraumatiser les gens. Donc ça a été une grande erreur. Et beaucoup de gens aussi pensent que c'est aussi quelque chose qui me déchire le cœur. Les gens pensent qu'ils sont condamnés à cause de leur passé, que c'est fini. J'ai reçu un message, parce que les gens m'écrivent souvent, j'ai reçu le message d'une femme qui me raconte comment je peux vivre, puisque quand je suis né, mes parents m'ont donné le prénom de ma sœur qui venait de mourir. Mais comme c'était trop dur pour eux, ils ne m'appelaient pas par mon prénom, ils m'appelaient par mon deuxième prénom. Et à l'école, on m'appelait par mon prénom. Je ne comprenais rien et j'étais désorienté. Elle me dit, comment je peux prendre ma place dans le monde ? Et je lui dis, mais ça, c'est votre passé. Mais vous pouvez transformer votre passé. Vous pouvez changer le rapport à votre passé. Vous pouvez prendre soin de cet enfant que vous avez été. Pourquoi on serait... Cela colore quelque chose de notre vie. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons changer complètement le rapport à ce que nous avons vécu. Et c'est terrible que les gens croient que voilà, j'ai vécu ça. J'ai une autre dame qui me disait, moi, je ne peux pas m'en sortir dans cette vie parce que ma mère, quand j'étais dans son ventre, me frappait. Comment on peut frapper un nouveau-né ? Et donc, je suis foutu. Non, ça, c'est une part de son histoire, mais nous pouvons
transformer, et la transformation viendra du fait de revenir à un endroit où là, maintenant, ce que je suis, l'enfant que j'ai été, peuvent être complètement accueillis dans cet ordinaire. Et en m'ouvrant à l'ordinaire, la magie va être comme un sorte de baume qui va me réparer. Et c'est ça. Et le baume qui me répare, il y a des pratiques pour le faire, mais au fond, quand j'ai vu l'âne, quand j'étais dans la colonie de vacances, quand j'ai ce professeur qui m'a tendu la main, quand ta grand-mère te faisait la tarte, quand Newton regarde la pomme, c'est aussi des manières où l'ordinaire s'ouvre à une forme de magie qui nous prend dans ses bras, qui nous apaise et qui nous fait un câlin pour que nous allions mieux. Et c'est ça, on a tous besoin à des moments que le réel nous fasse des câlins pour aller mieux. Merci Fabrice pour cette conversation. Merci. On peut retrouver ton livre « La magie de l'ordinaire » dans toutes les librairies. Il a été édité aux éditions Flammarion-Versillo. Partagez-nous ce qui met le plus de magie dans votre quotidien en commentaire de cette vidéo, sur les réseaux sociaux. On sera ravis de savoir ce qui a été, ce qui est aujourd'hui l'équivalent pour vous de l'âne, pour toi Fabrice. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la newsletter de Métamorphose sur le site métamorphosepodcast.com pour être prévenu du prochain épisode. À la prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.